On est un peu seul au sommet parfois. On est un peu seul. Il y a un prix à payer pour être là. Ouais, je pense que je l'ai bien payé, hein, avec tout ce que, justement, tu sais, que ce soit ce que les gens disent sur toi, ce que les gens peuvent ressentir envers ce que tu fais, les gens qui, justement, tu parles des gens de vue, des gens qui comprennent pas, les gens qui pensent te connaître et qui disent des tonnes de choses sur toi, alors que c'est des gens que tu n'as jamais rencontrés dans ta vie. En tout cas, tu es parachuté dans un monde d'adulte. Oui. Toi qui as voulu souvent rester dans le monde de l'innocence de l'enfant, parce que quand on lit tes textes, il y a toute une innocence là-dedans, l'innocence dans le bon sens du terme. Ouais. Qu'est-ce qui reste de l'enfant, toi? J'ai vécu une enfance très particulière, très persécutée, en fait. Donc, j'ai pas vraiment vécu. En fait, de ce que je me rappelle de mon enfance, c'était pas grand-chose. Persécutée. Oui, j'étais persécutée par les autres enfants. Les enfants, c'est très méchant. Ouais. Je pense que c'est important de s'en rappeler. Ouais. C'est le jour où j'aurai des enfants, je vais faire très attention. Puis je vais vraiment expliquer à mes enfants qu'il faut pas être méchant avec les autres, parce que ça fait extrêmement mal et je sais pas si je veux m'en rappeler nécessairement. Mon album, le premier, parle surtout de mon adolescence. Oui. Parce que j'avais besoin de faire le deuil de cette adolescence-là, de passer à travers. Moi, personnellement, j'ai commencé vraiment à comprendre certaines choses à partir de 17 ans, quand j'ai réussi à faire la paix avec moi-même puisque j'avais vécu par le passé. Mais avant ça, je me rappelle de beaucoup de choses, mais c'était pas des choses positives, c'était pas des choses bien. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ma chanson s'appelle Comme des enfants, parce que j'ai l'impression que t'es tellement insouciant quand t'es enfant, tu peux tellement devenir méchant comme gentil, tu mens, t'es violent sans t'en rendre compte. As-tu l'impression, quand tu vois des choses qui sont méchamment écrites à ton sujet, ça te rappelle ces moments où on te pointait du doigt quelque part à l'école ou ailleurs? Au début, ça m'affectait vraiment beaucoup. Maintenant, ça me fait plus rien. Parce que je pense que j'ai fait mes preuves. Puis dans la vie, il y a toujours des gens qui... Il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui t'aimeront pas. Puis c'est leur droit. Tu l'as dit dans ton troisième album, tu n'appelleras plus ce pays-là le mien. En tout cas, pas ma maison, du moins. Là, tu l'assumes. Je l'assume. Ça veut dire que jamais tu vas reconnaître que c'était ton pays? Je vais toujours reconnaître un fait qui est celui que c'est le pays de mes parents. C'est le pays où mes parents sont nés, ont grandi. C'est un pays où j'ai passé quand même 10 ans. J'aurais passé 10 ans de ma vie. C'est un pays que je porterai toujours en moi. C'est indéniable. Mais c'est un pays qui m'a aussi déçu à un niveau tellement profond. Si je suis honnête avec moi-même, je ne peux pas l'appeler chez moi. Parce que la notion même de chez soi, quand on parle de chez soi, c'est l'endroit où on est le plus à l'aise, Oui, et c'est confortable. Et si c'était chez moi, je devrais y être aujourd'hui. Et quand tu parles de ça, je sens les mâchoires qui se serrent, je sens un peu de colère. Ouais. Il y a énormément de colère parce que c'est une colère envers ce pays-là, mais c'est beaucoup de colère envers moi-même. Pourquoi envers toi? Parce que je n'ai pas eu assez de courage de dire cette colère-là avant. Je me suis perdu dans cette espèce de mission humaniste, humanitaire, philanthrope. On va sauver le monde, on va projeter une image positive, on va être résilient, puis on va parler au nom d'énormément de gens qui veulent se réconcilier avec leurs racines, avec leur pays, avec leurs frères, que j'ai complètement oublié ma colère à moi. Je suis fâché contre ce pays-là. Je veux pas y retourner. Je l'aime plus, ce pays-là. Quand on vient aux événements, il y a eu donc 3 mois où tu t'es réfugié chez des amis un peu partout à te cacher. Ouais. Est-ce qu'à un moment, tu te souviens où tu t'es dit, et s'ils me trouvaient, parce que j'étais témoin? Je suis un témoin de ce qui s'est passé oui. chez moi. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Jusque très, très récemment, c'est une peur qui... Jusqu'à tout récemment? Oui, parce que, quelque part, j'ai été témoin d'un acte de violence délibéré. Avec des acteurs? Avec des acteurs. Que tu as vu de tes propres yeux? Que j'ai vu de mes propres yeux. Que tu pourrais identifier? Que je pourrais identifier, qui vivent peut-être un remords incroyable ou pas. Je ne le sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours été conscient du fait que j'ai été témoin de quelque chose de grave.
commis dans des circonstances où les gens qui l'ont fait savaient très bien ce qu'ils faisaient. Quand tu dis tout récemment, ça veut dire que tu as arrêté d'avoir peur, tu as cessé d'avoir peur. J'ai arrêté d'avoir peur le jour où j'ai commencé à pleurer les miens. Est-ce qu'on s'habitue à l'obscurité, Madame Frappier? Oui. Et c'est bien. C'est reposant? C'est doux, c'est reposant. Je me rends compte qu'en voyant moins, j'ai moins de préjugés. J'ai moins de jugement aussi. C'est mieux. Je pense que je suis une meilleure personne. Si, demain matin, on vous donne vos yeux et vous pouvez voir, Oui. avez-vous peur de changer ce que vous êtes devenu? De retourner là où vous étiez avant 98? Oui. Est-ce que des fois, vous dites, je pense que je vais laisser faire, je veux plus voir? Oui. Oui. Parce que j'avais une vie de fou, là. Monsieur Surprenant, ça fait 8 ans que votre fille Julie est portée disparue. Est-ce que le processus du deuil chez vous est enclenché? Le processus du deuil, dans mon cas, ça a été d'accepter que Julie n'était pas là pour le moment. L'absence. L'absence. Alors ça, c'est le deuil que j'ai fait. Donc, Et les faits? j'ai pas vraiment d'expérience là, à savoir qu'est-ce que c'est après ou après. Peut-être que je suis dedans, je sais pas. J'ai une boîte chez moi avec plein de choses de Julie que je suis pas capable d'ouvrir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de, comment je pourrais dire, au niveau du deuil comme tel, je sais pas. Moi, où j'en suis, c'est là. C'est une boîte qui est là. Je la regarde souvent, mais je l'ouvre pas. Est-ce que cette boîte-là, vous la laissez là au cas où qu'elle revienne? Il y en a une pour ça. Il y en a une pour ça, avec des effets personnels, puis ça. Forcément, après 8 ans, ils sont plus à date, là, mais disons qu'il y en a une boîte avec ça. Que j'ai tout gardé, un genre de sac de sport avec du linge dedans. Si jamais je la retrouvais, je partais avec mon sac, puis je dis, voilà, on a du linge de rechange, etc., etc. Et si elle revenait, avez-vous peur du choc que ça pourrait faire? J'ai aucune idée quelle sorte de réaction je pourrais avoir. Parce qu'il y a tellement de retenue en dedans de moi depuis 8 ans que je ne sais pas quelle sorte de réaction. Est-ce que ça va exploser? Est-ce que je vais rester figé? Aucune idée. Avez-vous peur de ce trop-plein qui est comme contenu présentement? J'ai appris à vivre les choses, là, quand ils arrivent. Ne pas les anticiper. Vous avez toujours été comme ça depuis le début de la disparition de votre fille. L'angoisse puis l'émotion est tellement forte que tu es obligé de te donner comme des outils pour être capable de rester debout. À quoi ça peut ressembler, les outils? L'action? Oui, l'action, ça, c'est la première chose. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Du premier jour, aller jusqu'à temps que tu aies réussi à avoir une certaine sérénité dans tout ça, il ne faut pas se le cacher, tu t'étourdis. Est-ce qu'il y a un deuil qui se fait ou jamais vous ferez le deuil de cette partie-là manquante de votre corps? Le deuil n'est pas fait encore. Le deuil n'est pas fait pour cette partie-là du corps que je n'ai plus parce que je l'ai tous les soirs et tous les matins devant moi. Et c'est comme si je la regardais, cette partie-là, comme si elle était là. Mais elle n'y est plus, elle n'est pas là. Comment on réussit à surmonter ça? Parce que pour vous, avant l'amputation, vous disiez, c'est insurmontable pour moi. Je ne peux même pas envisager ça. J'aime presque mieux mourir. À l'époque, vous le disiez. Comment vous faites maintenant pour survivre 5 ans après? Je suis pas prêt à dire maintenant j'aime mieux mourir. Les douleurs sont là, je dois vivre avec. Et je garde confiance que ça devrait arriver à une solution, ça. Vous le saviez à ce moment-là, vous avez des problèmes? Oui, parce que je ne suis pas alcoolique, mais à ce moment-là, j'étais profondément alcoolisé. Mais à partir du moment où vous constatez que là, ça commence à être désagréable pour les autres, y compris vous. Oui, y compris moi. Vous avez parcouru des zones très sombres à ce moment-là. Oui. Vous allez à des endroits que vous disiez, oh, je suis là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais là? Oui. Il y avait une forme de déchéance, entre guillemets? Oh oui. Oui. Et ça m'était complètement égal. Je m'en foutais complètement. C'était bien comme ça. Bon, je suis rendu là. Mais vous étiez Michel Jasmin.
Vous y pensiez à ça, à ce moment-là? Non, une chance, parce que c'est dans cet alcool-là, justement, qu'on fuit le qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. On le fuit, ça, on n'a plus de préoccupation de ça. As-tu eu peur? Parce que, étrangement, à 50 ans, quand tu as pris ta retraite, Pierre, tu as dit, faut que j'arrête, j'ai pas envie de... Dis-moi, je te cite bien, pas envie de péter comme à mon père et mon grand-père à 58 ans. Et à 57 ans arrive ce cancer-là. Ben oui. D'abord, quand je disais, c'est ça, moi, je pense, ma grand-mère, mes deux grands-pères, puis je sais pas qui d'autre, en tout cas, ça avait pété à 58. Et un moment donné, j'étais allé, je sais pas où, à moto. Je reviens, puis il y a une dame qui me dit oh mon Dieu, écoute, dans le temps, j'avais quoi, 40, 42 ans, je sais pas de quoi. Elle me dit, mon Dieu, vous avez pas peur à moto? Je dis, ben non, moi, je pète à 58, moi. Puis souvent, dans l'avion, je voyais des gens qui étaient, tu prends l'avion, puis bon, le monde, énervez-vous pas, madame, j'ai juste 49, je pète à 58. Peut rien arriver. C'était la blague, c'était la joke. Quand ça est arrivé, j'ai dit, Chris, verras-tu que je pète à 58, moi aussi? Mais t'as même pas eu peur un seul instant? Non, bizarrement... D'abord, moi, l'idée de la mort, curieusement, m'a jamais effrayé. Je pense que chez nous, je pense que c'est chez nous. C'est comme... Ça fait partie de la vie, la mort. Ça fait partie des... C'est comme... Il y a un hiver à tous les années, tu sais, bon, ben, etc. C'est comme ça. Regarde, on s'astinera pas avec ça, là. Ça égalise tout le monde. Moi, quand tu m'as dit que t'as un cancer, tu l'as fait, j'ai fait, ah bon? C'est-tu bénin? C'est-tu malin? C'est quoi? Et là, tu vois, le médecin t'a mal à l'aise. Tu sais, ben, c'est malin, OK. Puis on a-tu des statistiques là-dessus? Ouais, ben, elles sont pas bonnes, etc. Puis c'est moi qui disais, regarde, c'est pas grave, inquiète-toi pas. Je vais améliorer tes statistiques. C'est pas vrai. Là, t'as 60 ans. Ouais. 2 ans après le cancer. 2-3 ans après le cancer. Ouais, c'est ça. Là, il appelle ça la rémission. T'as dit quoi, le mot rémission, toi? Ça me fait rire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un mot qu'ils ont inventé, mais parce qu'ils portent une blouse blanche, ça nous impressionne. Attends, on va inventer un mot qui est le mot rémission. Qui va soulager. Signé en bas. Comprends-tu? Tu l'appellerais comment, toi, cette période-là? Moi, je dirais au monde, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, moi, j'avais des métastases, moi. J'avais des os, j'avais des ganglions dans la plaie des poumons, dans le péritoine. Moi. Ah, ben oui. La dernière fois que j'ai rencontré l'oncologue, il me disait toujours... à partir du moment où ça a reviré, à un moment donné, il ne comprenait pas. Il me disait, vous allez bien? Oui. Vous n'avez pas de douleur? Non. Vous n'avez pas de symptômes? Non. Avez-vous engraissé, vous? Oui. Je prends 1,5 livre par jour, moi, depuis 10 jours. Là. Ah bon? Je vais vous voir dans 3 semaines. OK. Je vais vous voir 3 semaines après. Bon, c'est encore pareil. Hein? Là, vous vous êtes acheté une moto? Oui. Ça n'aurait pas été plus sage de la louer? Je pense pas. OK. Je vais vous voir dans 3 semaines? Je dis non, dans 4. Ah, d'accord. Je le revois 4 semaines après. Bon, là, je vais le revoir dans 4 semaines, non, dans 6. La fois d'après, je sais pas, vous allez me dire, je vais le revoir dans 6 semaines, non, c'est dans 3 mois. OK? Puis la dernière fois, il me dit, bon, là, je vais le revoir dans 3 mois ou dans 4 mois. Là, c'est dans 6. Et c'est en juin que je l'ai revu pour la dernière fois. Puis là, après qu'il m'a vu, puis que tout est beau, puis tu le quittes, il me dit, bon, là, on se revoit dans 6 mois. Je dis, non, on se revoit plus. Sauf pour une bière. Sauf pour une bière. Et il dit, c'est parce que il dit, dans 6 mois, j'aimerais ça vous passer un petit rayon X des poumons au cas que vous auriez une tache sur les poumons. Je dis, non, je n'aurais pas. Et il dit, vous voulez pas le savoir? Je dis, non, je n'aurais pas. J'ai compris. J'ai compris ce que j'ai eu. J'ai compris que je me l'étais donné. J'ai compris que c'est pas de ma faute. J'ai compris que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Tout le temps depuis que je suis au monde, moi. Comme tout le monde. Chaque décision qu'on prend, c'est toujours celle qu'on pense être la meilleure. Tout le temps, compte tenu des circonstances. Dans le contexte où on l'apprend, oui. Et à un moment donné, j'ai compris que j'avais des affaires, j'avais un sens différent à donner à certaines affaires et à certaines affaires que je suis ou que je pense que je suis et que je fais. J'ai des risques à prendre que j'osais pas prendre par peur maintenant.